Quentin Destieux est un artiste qui a été élevé, je pourrais dire, aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence et qu'on a rencontré, moi que j'ai connu par d'autres biais, avec lequel on a collaboré pendant plusieurs années avec le pavillon. C'était un peu le début, quelque part, du Digital Lab, où on a commencé à faire des partenariats à l'extérieur avec d'autres structures, dont la structure M2F, ex-Dardex, qui était une association d'anciens étudiants de la villa des Beaux-Arts d'Aix, et avec lesquels et l'Université d'Aix-en-Provence, on a organisé une exposition en 2017 à la Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, avec des étudiants du pavillon Bozio et des étudiants de la fac d'Aix. C'était une assez belle expérience. Je pense qu'on en mettra des photos dans les ref rooms par la suite pour que vous voyez un peu ce qui a été fait. Donc, Quentin est quelqu'un qui travaille comme artiste, bien sûr, mais aussi qui s'occupe de monter des lieux. On entend des micros ouverts. Si tu peux, Michael, couper les micros un peu. Et donc, c'est quelqu'un qui s'occupe des lieux. Je pense qu'il y a une notion d'autonomie, peut-être que tu nous en parleras là-dedans, pour un artiste, d'avoir un espace de travail, mais aussi un espace d'exposition, et trouver par les moyens de l'association des systèmes de production pour réaliser des œuvres d'art, des expositions, promouvoir le travail des autres. Vous avez fondé, je crois que c'est le premier, c'est en 2003, le festival Gamers à Aix-en-Provence, qui est un festival dédié aux arts numériques, notamment, mais pas que, mais sur quand même les questions un peu contemporaines liées au médium digital. Voilà, je pense qu'il va nous faire un panorama, tu m'arrêtes si je me trompe, un peu de ton parcours, de tout ce que vous avez traversé ces dernières années. Aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau projet, vous quittez un peu la région sud-est pour le sud-ouest, où vous montez un lieu, la Pouponnière, à côté de Cahors, qui est un grand lieu, j'imagine, moi je ne l'ai pas encore vu ce lieu, mais je te suis depuis un moment sur cette question. Le lieu a l'air assez fou, assez grand. Et puis, tu nous en parleras, je crois, en fin de présentation. Voilà, merci Quentin d'être venu et de te prêter au jeu. Et puis, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Damien. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe pédagogique de l'école pour cette invitation à venir présenter aujourd'hui une partie de mon travail de recherche intitulé « Art contemporain et nouvelles fabriques numériques ». Donc, je vous remercie pour votre vidéo présence dans ce cyberespace quelque peu atypique et décharné mis en place par Damien Sorrentino. Je ne vous cache pas que c'est tout à fait intimidant pour moi et c'est aussi une première de faire une petite intervention devant autant d'avatars dans un espace virtuel. Donc, comme le disait Damien, je suis sorti d'école d'art en 2006. J'ai travaillé sur différentes installations artistiques. J'ai fondé l'association M2F Création et le Lab Gamers, qui est un lieu de résidence d'artistes, ainsi que le festival d'art multimédia Gamers, axé sur les pratiques numériques dans le champ de l'art contemporain. Alors, je travaille également effectivement à l'Université d'Aix-Marseille dans un master de création numérique. Et en 2015, j'ai entrepris de mettre en regard mon travail de création, mon travail pédagogique, mon travail de commissariat avec une recherche scientifique dans le cadre d'un doctorat que j'ai soutenu récemment, qui sont les doctorats issus donc, des écoles d'art appelés pratiques et théories de la création artistique. Auquel vous aurez sûrement accès en tant qu'étudiant à la sortie de votre parcours. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une présentation de cette association M2F Création et notamment du Festival Gamers, ainsi que différents travaux d'artistes que nous avons pu accueillir, soit en résidence de création, soit au moment du festival, dans l'optique d'essayer de dessiner un petit paysage en lien avec la thématique que je vais développer, art contemporain et nouvelles fabriques numériques. Ma présentation va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, je souhaite revenir rapidement sur le contexte de mon travail et sur la façon dont je me suis engagé dans ces entreprises collectives.
avec notamment le collectif d'Ardex et des travaux qui me sont plus personnels. Je vous présenterai par la suite le festival au travers des différentes thématiques que nous avons développées dans les dernières expositions, pour enfin m'arrêter sur plusieurs artistes et leurs œuvres qui me paraissent assez emblématiques d'une partie de ces pratiques actuelles, tant en termes d'esthétique que de méthodologie de travail et des problématiques qu'elles portent en elles et qu'elles soulèvent évidemment. Donc nous verrons comment ces œuvres, ces différentes œuvres et ces créations semblent porteuses d'un ensemble de valeurs, mais aussi d'utopie et d'esthétique qui semblent partagées par leurs créateurs et un réseau de structures culturelles que nous avons tenté de nommer et de définir comme étant des nouvelles fabriques numériques. Alors, qu'est-ce qu'on a nommé donc les nouvelles fabriques numériques? Donc, l'idée est de faire apparaître des points clés que j'ai identifiés comme étant communs à un ensemble d'artistes travaillant autour de ces technologies, notamment autour de préoccupations liant des notions d'humour, de jeu comme méthode de travail, d'auto-apprentissage, de travail collectif, de do-it-yourself, de contestation de l'ordre établi, mais aussi de souveraineté technologique ou bien encore même d'une forme d'animisme digital. Donc les œuvres auxquelles je me suis intéressé questionnent quelque part un monde saturé par la technologie, tout en explorant les frontières et les relations entre culture populaire et technologie. Il s'agit donc d'une forme de courant artistique à part entière, à la frontière de l'art numérique, de l'art contemporain et de certaines formes de contre-culture. Donc, je vous présenterai dans une troisième partie plusieurs œuvres et artistes qui me paraissent illustrer ces notions, qui semblent très en lien avec nos ressentis actuels face à un monde dans lequel ces technologies sont omniprésentes et les utopies qui les accompagnent, communication, accès à l'information, liberté d'expression, s'effondrent peu à peu en révélant de nombreux effets négatifs mis en lumière par de plus en plus d'études, tant au niveau social qu'écologique. Alors, on va essayer de naviguer dans cet espace. Donc vous verrez sur la scène, il y a différents documents qui ont été mis en place avec notamment un catalogue de travaux, un petit document là, que je vais manipuler qui est un petit PDF de la présentation et différentes vidéos de travaux artistiques d'artistes invités pour le festival que je vous montrerai par la suite. Donc, devenues incontournables et omniprésentes dans nos sociétés, les technologies numériques, ordinateurs, smartphones, GPS, Internet, réseaux sociaux et autres intelligences artificielles sont aujourd'hui plus que jamais un endroit de pouvoir que de plus en plus d'artistes et de chercheurs questionnent ouvertement, notamment à la lumière des théories de Friedrich Kittler ou bien de Jussi Parikka, avec le courant nommé archéologie des médias, qui a pour vocation de permettre l'analyse de ces technologies et leurs effets sur nos sociétés, en utilisant une méthodologie de recherche propre à l'archéologie afin d'essayer de prendre du recul. Donc ça, l'archéologie des médias, c'est une notion en fait avec laquelle nous avons travaillé ces dernières années et qui a donné lieu à différentes installations et à différentes expositions par la suite qui ont été montrées dans le cadre du festival. Il semble que nous assistions actuellement à une multiplication d'interventions et de productions artistiques qui développent des approches plus critiques de ces technologies et qui ont peine à intégrer ce courant d'art numérique et sont extérieures au réseau de diffusion de l'art contemporain. Ces œuvres n'utilisent pas de technique unique, elles ne revendiquent pas une esthétique qui serait elle aussi unique, elles sont pluridisciplinaires et pourtant elles semblent émaner et participer à un ensemble cohérent que nous allons tenter de révéler au travers notamment des différentes éditions du Festival Gamers. Donc, quelles sont les valeurs, les esthétiques, les croyances, les envies qui unissent ces productions et ces artistes? Quelles sont leurs origines théoriques et leurs références artistiques? Ce que nous allons essayer d'entrevoir ou de comprendre. Et quelles sont les transformations qui sont apparues
dans ces types de production durant les 20 dernières années. Alors, les travaux que je vais présenter ne sont pas forcément les plus récents. C'est des travaux qui, mis articulés les uns avec les autres, forment une sorte de panorama sur bientôt 15 ans d'expérimentation autour de ce festival. Donc, la vidéo que je vais vous présenter maintenant, c'est une petite vidéo d'introduction d'une artiste qui s'appelle Chlorinde Durand, issue aussi de l'école d'art d'Aix-en-Provence, que nous avions eu la chance d'exposer il y a maintenant quelques années, dans laquelle on retrouvera différentes problématiques que je vais développer, qui vont servir un petit peu de fil rouge à cette présentation. Alors Damien, j'aurais besoin d'un petit retour parce que je vais me mettre en plein écran, du coup je ne verrai plus. Est-ce que le partage d'écran a fonctionné? Ah, Damien, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, oui. Donc Je cherche ton écran, je ne le vois pas. Alors il est juste devant moi. Et je vois pas où tu es. Bon, j'ai trop d'avatars devant là. Ah oui, ça y est, ça y est. Pardon. Ok. Je me mets en plein écran et je mets la vidéo, c'est des petits formats réalisés d'ailleurs souvent par des étudiants. Hop, 2 secondes. Attends, je la mets en place. Tu L'agrandir. me dis, 2 secondes. j'ai plus de retour vidéo comme je suis en plein Ouais, écran. ouais, ouais, ouais. Je m'en occupe. Je la mets. Est-ce que tout le monde voit bien là? Ça suffit? Je mets plus grand ou... Ouais, non, je peux mettre plus grand. Et un instant. C'est qui se met devant moi. Encore un peu. Alors attends, faut que je me recule. Comme j'ai plein d'avatars devant, c'est pas évident. Et ouais, bien sûr. Comme ça vous va? C'est parti. Je suis ici pour présenter la pièce qui est derrière moi, qui s'appelle Médusalita Makéline, et que j'ai créée avec Antonin Fourneau et à la programmation Guillaume Stagnaro. Ce qui a pour moi été important, c'est qu'on est tous les trois issus de l'école d'art d'Aix-en-Provence. Donc moi j'ai réalisé cette pièce dans le cadre du Frénois et j'avais du coup envie de collaborer. Sans eux, la pièce n'aurait pas existé de toute façon. Donc c'est une femme qui est à demi immergée dans une pièce d'eau et qui est recouverte de 3 mètres de cheveux. Et elle semble en fait, quand un spectateur se rapproche, être intriguée et pourtant elle n'a pas d'expression faciale, elle semble émettre des émotions. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui regardez la pièce, mais elle qui semble interloquée par votre présence. Et donc en fait, on a travaillé sur ce degré-là et beaucoup sur des dualités, c'est-à-dire on est sur est-ce qu'elle est éveillée ou est-ce qu'elle est endormie, est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est humaine ou est-ce qu'elle est animale. Et en fait, ce qui nous intéresse pour le spectateur, c'est qu'il se passe comme une étrangeté. En fait, on s'est intéressé au phénomène qui s'appelle l'étrange vallée. Et c'est un théoricien en robotique qui s'appelle Masahiro Mori qui a travaillé là-dessus. Et c'est le fait de passer de l'attraction à la répulsion face à un robot qui nous ressemble. On a souvent cette ambiguïté, c'est-à-dire que les gens arrivent, pensent que c'est une performance, et au moment où ils sont troublés, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, par le mouvement des moteurs qui est légèrement saccadé, qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un, mais que c'est une chose artificielle. Et en fait, ça devient un peu un espace, une zone d'incertitude pour le spectateur, et on joue là-dessus sur ce sentiment ambivalent comme ça, où il peut se balancer entre l'hyperréalisme et l'artificialité. C'est vrai qu'on a un rapport comme de créer une créature, quoi. C'est Frankenstein, parce que nous, on l'a vu naître. C'est-à-dire qu'on est parti de rien, et petit à petit,
on a créé quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a un rapport particulier avec cette installation qui peut, pour moi en tout cas, je lâche pas un moment, presque affectif, parce que du fait qu'elle nous ressemble, d'avoir implanté les cheveux un par an, on a une relation très particulière. Donc quand elle se met à bouger, voilà, pour moi c'est toujours un moment assez intense. Je ne cache pas que... Et quand elle ne marche plus, c'est toujours très difficile. Enfin, moi je crois que les souvenirs que j'ai les plus forts, c'est quand j'ai quelqu'un qui me dit il faut fermer la porte, elle va attraper froid. Parce qu'elle pense que c'est moi en fait qui fais une performance. Et donc je trouve ça assez fantastique. Et, ça c'est... Du coup, je suis de retour un petit peu sur le... Je coupe le partage. Je peux le faire, a priori. Yes. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Génial. Très bien. Du coup, ce qui m'intéresse un petit peu dans dans cette vidéo et dans cette installation, c'est qu'on y retrouve différentes notions. On y retrouve une notion de do-it-yourself, évidemment, puisque l'artiste et les différents intervenants en fait, de cette pièce sont partis de rien et l'ont créé de A à Z, ce qui veut dire qu'ils ont appris à maîtriser en fait, tout un tas d'outils de programmation informatique, d'électronique, de gestion des moteurs. Et à la fin, en fait, on arrive à un résultat qui dépasse quelque chose de très cartésien. D'un coup, on se retrouve face à un objet qui est quasiment magique, une sorte de totem, ce qu'on peut appeler une forme d'animisme digital. Il y a quelque chose en fait où tout d'un coup, en fait, la poésie de l'objet dépasse son analyse technique. Donc, vous verrez que c'est des notions qui m'intéressent fortement. Donc, je vais vous présenter maintenant en fait le travail du collectif Dardex. Donc, le collectif Dardex, qui est un collectif que j'ai monté avec Sylvain Huguet en 2003, alors que nous étions étudiants en école d'art, et avec lequel je continue de travailler et de produire des œuvres. Donc, la pièce, on va regarder l'écran qui est devant vous. La pièce que vous voyez est une installation qui s'intitule Refonte, qui présente une série d'armes primitives réalisées à partir de déchets électroniques. Donc, cette pièce, en fait, est pour nous une façon de faire appel à cette notion d'archéologie des médias dont on a évoqué en fait, précédemment, et à ces notions aussi de recyclage. À la fois, en fait, ça nous permettait en fait, de faire un parallèle assez évident entre l'utilisation aujourd'hui en fait, de ces technologies, souvent en fait, à des fins, parfois malheureusement, mises à profit en fait, d'installations guerrières et d'entreprises assez meurtrières et des armes assez rudimentaires. Ça permet aussi de montrer à un moment l'espèce de fragilité du système actuel en relation avec le devenir de l'humanité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'est-ce qui se passerait. On sait très bien que toutes ces technologies sont éminemment en fait fragiles, au sens où la moindre éruption solaire pourrait anéantir la plupart des serveurs et effacer en fait tout un tas de contenus, et on n'aurait pas vraiment de mal à imaginer que deviendrait l'humanité à la suite de ce grand reset, euh, et qui pourrait retrouver en fait qui leur donne une nouvelle symbolique et une nouvelle utilisation de ces matériaux informatiques qui seraient alors déconnectés de leur utilisation courante. On va passer un petit peu rapidement en fait, sur ces choses-là parce que le temps est relativement court. Donc là, donc voilà, donc ça a été fabriqué à partir de barrettes de RAM, de processeurs qui ont été fondus entre eux, amalgamés, coulés dans des moules afin de produire ces armes un peu préhistoriques avec les techniques de fonte de l'homme préhistorique.
L'installation que je vais rapidement présenter, qui est devant vous, ça s'appelle « Mon ordinateur commence à fumer ». C'est un ordinateur, simplement, qui fume le narguilé. Alors, cet ordinateur, on a installé dessus un programme qui est une espèce de malware qui va permettre, en fait, d'afficher des pop-up sur des sites Internet. Donc, ces espèces de publicités qui viennent brouiller nos écrans à longueur de journée. Il se trouve que plus un ordinateur affiche de pop-up, plus sa carte graphique et son processeur sont sollicités, ce qui entraîne la mise en place d'un ventilateur pour les refroidir. Donc là, le narguilé est connecté au ventilateur, ce qui fait que plus les pop-ups s'affichent, plus ce narguilé aspire quelque part, en fait, plus l'ordinateur aspire sur ce narguilé, un petit peu comme un être humain qui essaierait de se détendre en fumant une cigarette, et ce qui a parallèlement, en fait, pour effet de venir encrasser les circuits de l'ordinateur, créer évidemment des courts-circuits et faire apparaître des espèces d'artefacts et de bugs visuels sur l'écran qui viennent s'ajouter à cette espèce de paysage de pop-up. Donc là, on voit les traces de la nicotine sur le circuit informatique. Alors, l'installation qui est derrière vous, qui est devant vous, s'appelle À cœur ouvert. Elle donne à voir une mise à l'échelle humaine du dernier processeur développé par des ingénieurs avant que ce savoir-faire ne disparaisse dû à sa complexité, reléguée à des calculs de logiciels confisqués par les machines. Donc, il y a tout un texte, en fait, d'un philosophe des médias qui s'appelle Friedrich Kittler, qui est un philosophe allemand, qui parle, en fait, de ce premier processeur à avoir été miniaturisé qui s'appelle le Intel T4004, qui est donc le dernier processeur à avoir été dessiné par l'homme, puisqu'il intègre, en fait, 2300 transistors, que ces transistors dans leur architecture, était alors encore concevable par une équipe, en fait, d'ingénieurs. Mais comme vous le savez, il y a une loi qui s'appelle la loi de Moore, qui fait que chaque année, enfin, qui s'applique de moins en moins, mais qui faisait que chaque année, le nombre de transistors dans les processeurs était multiplié de façon exponentielle, ce qui fait que très rapidement, à partir de ce processeur-là, l'esprit humain n'a plus été capable de développer par lui-même l'architecture électronique de ces processeurs, ce qui fait que la plupart des processeurs que vous utilisez, même la totalité, ont été eux-mêmes réalisés et pensés par des logiciels. Donc là, c'est une mise à l'échelle humaine, en fait, de ce processeur qui est donné à voir dans une espèce de caisson, un petit peu comme un cercueil de Blanche-Neige, afin de révéler un peu cette histoire d'architecture cachée et qui est le dernier geste pour Friedrich Kittler d'écriture radicale, puisque c'est le dernier geste de l'homme, d'écriture réelle de l'homme sur la machine qui nous entoure. Alors ça, c'est une petite brosse à dents électrique qui a été hackée et qui diffuse directement dans la racine de son utilisateur l'internationale communiste. Donc on voit, en fait, il y a un petit câble, c'est le moteur directement qui a été hacké, et donc c'est l'individu qui utilise, en fait, cette brosse à dents ressent directement à travers sa gencive les vibrations de l'internationale communiste en se brossant les dents. Alors ça, j'ai une petite vidéo à vous montrer, qui est un petit dispositif qui s'appelle Machine to Fish. La vidéo est sur votre gauche, je vais la lancer immédiatement. Donc ça, c'est une pièce robotique assez ancienne, puisque le premier prototype, en fait, de cette pièce a été réalisé en 2011 dans une résidence de travail. C'est un robot dont le cerveau serait un poisson rouge. C'est-à-dire que tous les mouvements réalisés, en fait, par cette espèce de robot, donc c'est un fauteuil roulant qui a été hacké, sur lequel on a placé un bocal avec un poisson rouge à l'intérieur.
un poisson rouge est filmé par le dessus. On voit une petite caméra en fait qui traque ce poisson et qui donne, en fonction de ses déplacements, des directions au robot. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était de faire évidemment un parallèle entre une installation robotique relativement conséquente, puisqu'elle pèse à peu près 150 kg, et le cerveau d'un poisson rouge qui est, jusqu'à il y a peu de temps, on disait que ces poissons rouges n'avaient à peine une seconde de mémoire, et qu'ils oubliaient tout une fois qu'ils avaient fait le tour de leur bocal. Donc c'est ce parallèle qui nous intéressait. Au-delà de cette expérimentation, donc le système est aussi équipé en fait d'une série de différents capteurs, de télémètres, de sonars qui sont fixés devant et qui lui permettent d'éviter les obstacles et donc de se déplacer assez librement dans les espaces d'exposition sans écraser personne pour l'instant. Je reviens. Évitant de me repérer dans l'espace. J'essaie de retrouver l'écran du PDF. Ça doit être celui-ci. Là, on le voit en train de naviguer dans différentes expositions. Tout ça pour passer à un petit dispositif qui s'appelle le fusil à micro-ondes que l'on voit en haut à gauche de l'écran, qui est le détournement d'un produit électroménager de consommation de masse, donc un four à micro-ondes, en une arme à destination des technologies dites de surveillance et qui fait référence au mouvement des briseurs de machines du XVIIIe siècle, le ludisme. Donc, l'idée de ce petit dispositif, donc c'est un micro-ondes qui a été complètement désossé, fixé donc sur cette espèce de fusil. Alors, pour la petite anecdote, j'avais un petit micro-ondes qui avait quelques années de trop dans mon appartement, et il se trouve que dès que je posais un téléphone portable à côté, une caméra ou ce genre, ou n'importe quel device électronique, je commençais à avoir des sacrés bugs au niveau de ces devices. Donc l'idée pour moi a été de mettre cette espèce de bug à profit d'une espèce d'arme qui a un rayon d'action de quelques mètres, c'est-à-dire que dans l'absolu, c'est une arme qui pourrait désactiver certaines caméras de surveillance afin de reprendre le contrôle sur notre propre intimité. Voilà pour la présentation de ces pièces du collectif Dardex. Alors, je vais maintenant passer sur le festival Multimédia Gamers et sur l'association M2F Création. Donc, l'association M2F Création Lab Gamers existe depuis 2003, comme le disait Damien, fondée par des artistes. Son but est de promouvoir la recherche, la création et la diffusion d'œuvres artistiques multimédia et d'accompagner les publics à la découverte de ces nouvelles formes artistiques. Depuis 2009, nous avons monté un petit laboratoire artistique liant art, sciences et nouvelles technologies, en proposant des résidences à des artistes et des ateliers basés sur la transmission de savoir-faire technique et sur la création d'œuvres multimédia. Donc cet espace combine différents équipements, ordinateurs, interfaces électroniques, imprimantes 3D, différents types de capteurs, casques d'immersion, équipements vidéo, studios 3D holographiques et plus encore. À la façon d'un laboratoire de recherche, les utilisateurs sont encadrés par un personnel compétent, programmeurs, artistes, électroniciens et artistes-chercheurs. Donc le projet du Festival Gamers a fêté l'an passé sa 15e édition, sa 15e année. C'est un festival qui présente des œuvres multimédia au sens où on a autant de la robotique que du dessin, que de la vidéo, que des performances de danse, que de l'installation interactive. L'idée pour nous n'était pas tant de faire un festival axé sur les technologies numériques, mais plutôt un festival qui serve de lieu de réflexion autour de ces technologies numériques. Et du coup, effectivement, on a trouvé tout à fait intéressant
d'inviter des artistes qui viennent davantage en fait du monde de la sculpture, du monde du dessin, et qui ont eux aussi en fait leur mot à dire et des sentiments à partager sur le développement de nos sociétés hyper technologiques. Donc le but est de mettre en lumière des questionnements alternatifs qui trouvent chaque jour plus d'écho au sein de mouvements qui dépassent la sphère de l'art et des technologies. Les artistes que nous invitons s'approprient et travaillent avec ces technologies digitales en développant des œuvres dont la portée propose des regards singuliers sur notre monde. Leurs œuvres interrogent les transformations actuelles de nos sociétés au-delà d'utiliser les technologies numériques comme matériaux de création, ils les utilisent comme support de réflexion. Donc là, je vais passer quelques images issues en fait de ce festival de façon assez rapide. C'est juste de façon à créer un petit panorama qui vous permet de vous rendre compte normalement de quel type d'installation nous diffusons. Donc là, on voit un alambic sonore qui a été réalisé par plusieurs artistes, qui a aussi un travail collectif, qui réunissent un agriculteur de la Beauce, puisque l'idée c'était de distiller donc des céréales qui ont été réalisées qui ont été faites pousser par un agriculteur de Bosseron, un chercheur du CNRS qui lui a mis en place en fait toute la structure en verre de cet alambic, une plasticienne qui s'appelle Sophie Karl et un musicien qui s'appelle Choi. Et qui développe donc de la musique à partir de cet alambic, tout en permettant au public de boire de boire le distillat. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur ces installations très longtemps, comme je vous le disais, c'est juste pour vous montrer un petit panorama. Donc ça, c'est une installation qui m'a aussi beaucoup intéressé d'un jeune artiste qui s'appelle Vestige, de Thomas Moll, qui reprend en fait différents circuits électroniques et différentes pièces d'électronique qui là ne sont plus utilisées en fait pour leurs propriétés techniques, mais qui deviennent en fait une espèce de ville de maquettes tout à fait intéressante, dans un regard assez apocalyptique sur l'utilisation de ces technologies qui n'ont pas toujours existé et qui n'existeront peut-être enfin, en tout cas, dont la fragilité est assez certaine. Alors là, c'est une pièce d'une artiste anglaise qui s'appelle Susan Prester. C'est une pièce qui s'appelle Exen 2.0, qui est un jeu de tarot que je vous invite. Donc, j'ai mis toutes les références en fait de ces photos à la fin de ce petit PDF qui restera donc sur cette scène. Donc, vous pourrez les consulter. Vous verrez que c'est tout un jeu de tarot qui retrace un parallèle entre l'histoire des technologies et quelque chose d'un peu plus ésotérique. Là, on a une installation développée lors de nos résidences de deux artistes, un artiste allemand qui s'appelle Bodborg et un artiste français qui s'appelle Jankenpop. C'est une série de vidéos interactives réalisées en 3D. On a une installation d'un artiste français connu sous le nom de Ferromil, qui est un artiste sonore qui développe des performances généralement avec un détecteur de métaux, qui là propose une installation qui s'appelle Sonic Tube Air Liquide et qui donne à voir en fait cette espèce d'usine réalisée dans la Fondation Vasarely, qui est une usine tout à fait sonore sur laquelle en fait le spectateur est invité à venir entendre le parcours à l'intérieur de ces tubes, le parcours d'un son qui est quasiment donné à entendre de façon liquide. Alors, juste après, on a une installation de deux artistes français, Gaspard et Sandra Bélier-Valérian, qui s'appelle Virudis. C'est une installation qui nous a beaucoup intéressés parce que c'est pareil, elle met en place en fait toute une réflexion autour de l'autoproduction et autour de l'écologie. Donc là, c'est une ferme à spiruline. La spiruline, qui est une algue qui est de plus en plus utilisée parce qu'elle est, je crois qu'elle est très peu polluante et qu'à la fois, elle est très nutritive. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle un aliment presque du futur qui intéresse énormément de personnes, notamment dans la conquête spatiale. Et donc, cette ferme à spiruline est gérée au travers d'une interface de jeux vidéo
qu'ils ont mis en place. Alors, juste après, hop, on a une installation d'Olivier Morvan qui s'appelle la maison tentaculaire. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'Olivier Morvan qui a d'ailleurs été réalisée par des étudiants du pavillon Bosio il y a quelques années à l'occasion du festival. Alors la vidéo doit être sur votre gauche. Ah. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son. Merci. C'est une très longue histoire en fait. J'ai découvert l'existence de cette maison dans un bouquin sur les labyrinthes, parce que les labyrinthes c'est un thème qui est extrêmement récurrent dans mon travail. Et donc voilà, il y avait une copine qui m'avait offert un bouquin sur ce thème-là, qui présentait plein de trucs, des artistes qui avaient travaillé là-dessus, des textes historiques, des textes d'historiens de l'art. Il y avait aussi notamment tout un tas de références, et il y avait un truc très très court sur cette maison-là. Il y avait juste une photo, une toute petite photo dans les annexes, avec 2-3 lignes qui parlaient de cette maison labyrinthique de la veuve de la famille Winchester, sans plus d'indications. Et c'est un bouquin que je consulte assez régulièrement parce que justement comme c'est un thème de travail récurrent, comme c'est un thème de travail récurrent, comme c'est un thème de travail récurrent, comme c'est un histoire de la maison. Et plus ça avançait, plus je trouvais ça assez fascinant comme histoire. Et plus je trouvais des liens avec d'autres sujets sur lesquels je travaille, sur le fait que ce soit dans la Silicon Valley, le rapport à la technologie, le rapport à l'enfermement, à la folie, enfin tout un tas de choses qui étaient déjà présentes dans mon travail auparavant, donc ça s'est imposé un peu comme quelque chose, je ne pouvais pas ne pas faire quelque chose à propos de cette maison. Et effectivement, ce qui a fait le lien, c'est le fait que cette maison-là soit en plein milieu de la Silicon Valley, avec notamment simplement à la base un mot, qui est utilisé dans le titre de l'exposition d'ailleurs, c'est tentaculaire. Et donc voilà, c'est la localisation géographique, le fait que la maison soit dans la Silicon Valley. Une photo dans les annexes, qui a aussi à voir avec la conquête de l'Ouest. En fait. C'est tous ces liens-là qui sont assemblés comme dans un puzzle au fur et à mesure pour construire quelque chose qui est une sorte de où la maison, cette espèce de bâtisse labyrinthique pleine de fantômes, devient une sorte de métaphore du réseau mondial qui est plein d'avatars justement, c'est-à-dire d'individus mais de présence virtuelle. En fait, c'est ce qu'on appelle un film génératif, donc ça il y en a d'autres, c'est-à-dire que c'est un film qui est non monté. Les plans sont tous séparés à l'intérieur de l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui est en mode plus ou moins aléatoire, là en l'occurrence totalement aléatoire, les associe et les fait se succéder. En fait, il fonctionne avec 4 couches superposées. Il y a une couche de vidéo avec du son, une seconde couche de son, qui est essentiellement composée de soit des bruits d'ambiance, des voix off, des commentaires, des musiques parfois. Une troisième couche, une autre couche de son qui est là, c'est vraiment des bruits d'atmosphère un peu plus étendus, un peu plus discrets. Et une quatrième couche qui est une couche d'incrustation. Alors, peut-être afin de ne pas perdre le fil, je vais devoir arrêter cette vidéo-là de façon à pouvoir continuer sur la suite de la présentation. Donc, la vidéo reste aussi disponible en fait dans la room, de façon à ce que vous puissiez la visionner par la suite. Donc là, on voit différentes images issues de cette installation, la maison tentaculaire, donc qui est en fait une installation qui mélange en fait du dessin, du volume et cette vidéo interactive. Alors, je passe un petit peu sur ces différentes installations que vous voyez derrière nous. Là, on voit une installation radio d'un artiste qui s'appelle Julien Clos. On voit une performance de danse réalisée par un collectif slovène qui s'appelle Post Gravity Art, qui eux travaillent en fait sur des performances de danse en apesanteur ou en microgravité. Hop, et tout cela pour arriver
à l'installation néolithique Péter les plombs de Benjamin Cadon et Philippe Couder. Donc c'est une installation qui me paraît assez emblématique de tout un tas en fait de notions que vous avez qu'on a pu évoquer en fait lors de cette présentation. Et effectivement, en fait, c'est deux artistes qui eux sont des artistes hackers qui ont monté une association à Orléans qui s'appelle Labomédia, qui elle aussi en fait développe notamment des installations et des interventions autour de notions de souveraineté technologique, donc de droit à la souveraineté technologique, le droit des peuples à comprendre ce qui se passe dans les machines et à le maîtriser, qui est une notion tout à fait essentielle au mouvement dont je vous parle. Donc l'idée de cette installation est assez simple, elle est aussi tout à fait radicale. Donc c'est des souris informatiques qui ont été reliées non pas à des ordinateurs, mais à des câbles 220. Donc, je vais vous montrer une petite vue de cette installation tout à fait délétère pendant le Festival Gamers. Donc l'installation reprend une présentation tout à fait scientifique dans laquelle en fait on voit différentes boîtes, différentes vitrines dans lesquelles le spectateur est invité à plonger ses mains. Donc il faut savoir que cette installation a été diffusée à la Fondation Vasarely, ce qui n'a pas été sans poser de problème. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces vitrines? On le voit ici, on voit donc ces espèces de souris en 220 branchées sur du 220. L'idée de ces artistes est de dire qu'à un moment, en fait, ces espèces d'intrusions liées au respect, au non-respect plutôt de la vie privée, de ces espèces de sociétés de contrôle mises en place en fait au travers en fait des différents programmes que nous utilisons tous les jours, au travers des réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus addictifs et au travers de la virtualisation de nos relations sociales. À un moment, ça suffit. Donc, un petit peu comme le courant ludite des ludites, donc ce courant en fait d'ouvriers tisserands qui, au XVIIIe siècle, ont commencé à casser des métiers à tisser afin de préserver leur savoir-faire et leur savoir-faire artisanal et humain. Donc, c'est une espèce de révolte qui a eu lieu d'ailleurs aussi en France, sur lesquelles, en fait, les tisserands ont commencé à se rebeller et à détruire donc, ces métiers à tisser dans différentes usines qui étaient accusées donc, à l'époque de voler le savoir-faire, ce savoir-faire artisanal dont ils étaient dépositaires. Donc, un petit peu en reprenant cet esprit, et en l'appliquant à l'informatique, ces deux artistes mettent en place donc, ces dispositifs qui permettent de faire sauter les plombs. Alors effectivement, quand on clique sur ce type de dispositif, les plombs sautent dans toute la Fondation Vasarely, ce qui n'a pas été, comme je vous le disais, sans poser de problème, puisque ça a arrêté aussi évidemment toutes les installations qui, elles, avaient besoin d'électricité, qui étaient branchées à côté. Donc l'idée de ce dispositif, c'est de se dire, bon, ben, voilà, qu'est-ce que ces artistes se demandent en tant qu'être humain, en tant qu'hacker, en tant qu'activiste, comment à un moment pouvoir stopper cette espèce de course à l'innovation, cette espèce de course à la consommation et à la virtualisation. Et la réponse qu'ils ont pu trouver est une réponse qui est à la fois très amusante et emplie d'humour. C'est le fait de s'attaquer directement à l'électricité, puisque l'électricité est l'organe, en fait, et le sang, un petit peu, de ce nouvel organe. Et les câbles électriques, on pourrait dire, en sont les artères. Donc là, le public est invité à faire sauter les plombs en cliquant sur ces différents dispositifs. Et on retrouve aussi d'autres dispositifs comme des mini-jacks, donc qui sont ces câbles qui permettent de brancher un téléphone portable. Donc c'était un peu avant le Bluetooth sur une chaîne stéréo pour écouter du son ou enfin, n'importe quel appareil audio sur un amplificateur.
Et ces mini-jacks, au lieu d'être reliés aussi donc à des amplificateurs, sont là eux-mêmes reliés à du 220, qui est le courant alternatif qu'il y a dans les prises, ayant pour effet immédiat de tuer n'importe quel device qui est branché dessus. Donc là, au moment de l'exposition, on n'a pas trouvé vraiment on a trouvé quelques personnes dans le public qui acceptaient de faire sauter les plombs et de courir les risques qui étaient le risque le plus important était le fait que les autres spectateurs n'aient plus la possibilité de voir les autres installations elles-mêmes alimentées par ce courant. Donc, on a quand même trouvé quelques personnes qui ont fait sauter ces plombs. Mais par contre, on a trouvé personne qui était capable de détruire son téléphone portable afin de se libérer de l'emprisonnement lié à ces technologies numériques et de cette forme d'asservissement. Donc voilà un petit peu peut-être Damien, est-ce que je peux encore... Quentin, je t'interromps 2 secondes. On peut te donner encore 5 minutes. Normalement, on devait s'arrêter à 40, mais on peut quand même te donner au moins 5 minutes pour conclure. Et génial. Voilà. Génial. Donc, alors, je te remercie. Donc, en fait, les productions et cette méthodologie de travail, ainsi que les valeurs dont ces artistes se font les porteurs, nous permettent, par le prisme du numérique, d'engager des réflexions sur l'individualisme actuel, la consommation de masse, la destruction de nos écosystèmes, la perte de savoir-faire de l'être humain et l'immédiateté omniprésente entraînée en fait par ces machines est largement dénoncée dans le travail de Bernard Stiegler ou bien de Cédric Biagini ou alors celui d'Éric Sadin. Donc, je n'aurai pas le temps de vous présenter la dernière installation qui sera accessible donc, sur ce PDF, mais l'idée de cette conclusion est de voir un petit peu l'évolution de la perception, en tout cas de ces formes technologiques dans la sphère artistique tout au long de ces 20 dernières années. Donc on voit qu'on est parti d'une espèce de fascination où ces différentes technologies étaient reconnues, étaient presque devenues tout à fait utopiques, au moins pour une frange de la population qu'on a appelé les cyberpunks, avec l'utopie donc d'envoyer presque son esprit sur les réseaux au détriment d'un corps physique qui, lui, n'aurait pas eu accès justement à ces différents réseaux virtuels et qui serait devenu petit à petit un véritable handicap pour l'être humain. Et petit à petit, on voit la situation s'inverser, donc jusqu'à arriver vers des formes d'armes plus critiques en fait, de ces technologies, des revendications autour de la souveraineté technologique et du do-it-yourself, qui reprennent en fait un petit peu les engagements, par exemple, de Gunther Anders dans son ouvrage L'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire comment à un moment l'être humain redevient maître de ses savoir-faire et sort de cette espèce de situation dans laquelle il entretient une forme de ce que Gunther Anders appelle une forme de honte prométhéenne, c'est-à-dire la forme, la honte selon laquelle en fait l'être humain est une espèce de serait caractérisé par ses défauts au profit d'une machine qui, elle, serait tout à fait parfaite. Donc, les différentes tentatives en fait, de remédier à cette honte sont effectivement en fait, le partage, le partage, la souveraineté technologique, le do-it-yourself, évidemment beaucoup de l'humour qui est questionné dans ces différents travaux. Et pour une dernière frange d'artistes, on voit aussi actuellement le fait on entrevoit en tout cas le fait de sortir de relations cartésiennes à la technologie pour rentrer dans une forme davantage d'animisme digital, avec l'idée que ces technologies sont effectivement liées à la Terre, sont effectivement liées au cerveau humain. On voit l'exposition sur laquelle nous avions travaillé d'ailleurs avec les étudiants du pavillon Bozio il y a quelques années s'appelait « L'univers est-il une simulation ?» Donc on voit à travers ces questionnements que finalement l'existence humaine, l'existence de ces technologies, l'existence de la Terre en tant que réelle entité
sont des choses qui sont davantage liées que ce que nous pouvons penser en fait à première vue. Et du coup, tout un tas d'artistes s'engagent dans ces réflexions-là. Donc là, le dernier travail que je vous montre est le travail d'un artiste berlinois anglais, mais qui s'appelle Martin House, qui vit à Berlin, qui lui développe des espèces d'interfaces qui permettent justement d'essayer de faire écrire du code à des champignons qu'il met en culture en fait dans de la terre. Donc lui, il crée des espèces de devices USB électroniques qui sont reliés, donc qu'on voit en photo là immédiatement, qui sont reliés en USB à des ordinateurs. Ces ordinateurs en fait n'ont pas de système d'exploitation et il se dit que si la terre, les champignons, les minéraux ont quelque chose à nous dire, ça passera peut-être par du code informatique et qu'à ce moment-là, ces champignons, ces minéraux, cette espèce d'esprit qu'on pourrait appeler Gaïa, qui a été d'ailleurs bien développé par Bruno Latour assez récemment, par le sociologue Bruno Latour, si on peut effectuer une communication avec eux, c'est peut-être par le biais justement de ces devices électroniques et leur donner la possibilité de reprendre le contrôle sur ce que l'homme est en train de développer actuellement. Super, Quentin, on est pile poil dans les 5 minutes qu'on t'a donné. Merci beaucoup. Je suis désolé, on est un peu obligé d'avancer parce qu'il reste encore 2 intervenants et on n'aimerait pas que ça traîne trop. Juste Bien rebondir, merci beaucoup déjà pour ta conférence. C'est sûr qu'on aura envie de discuter, il y aurait énormément de points qu'on aimerait aborder avec toi. Je pense que les étudiants préparez vos questions pour que cet après-midi, vous puissiez échanger rapidement avec Quentin. Il restera bien sûr dans cet espace tous les documents. Je voulais préciser un petit peu par rapport à cette volonté de faire ce colloque en ligne. Pour nous et pour l'équipe pédagogique qui s'occupons de ce colloque, ce n'est pas du tout un fantasme ou une fascination des univers virtuels qui nous a poussé à aller là-dedans, quoique. Non, c'est vraiment pour réagir à un contexte assez compliqué et reprendre le dessus sur un contexte. On en avait marre de travailler sur Zoom ou sur Teams, ça a été très compliqué toute l'année pour tout le monde. Et donc, on cherchait quand même à s'émanciper un peu de cette situation. Et là, c'est vraiment une adresse aux étudiants. On n'est pas dans cet espace par fascination, on y est vraiment par contrainte, en fait, aussi. Hein. On aurait préféré être tous ensemble physiquement, retrouver nos corps, pouvoir discuter plus lentement, plus directement avec nos interlocuteurs aussi. Et voilà, donc c'est aussi un regret de ne pas être en physique avec vous. Hein. C'est pas un fantasme de technique, vraiment. Je voulais préciser ce point-là. Merci beaucoup, Quentin. On va faire ça. C'est moi qui vous remercie.